Vous avez été sur le terrain et vous avez été harcelé de plusieurs manières. Vous avez également été emprisonné pendant quelques années, mais vous avez ensuite été condamné en 1964 pour complot contre l'État et Lorsque vous avez plaidé, vous avez dit être prêt à mourir pour cette cause. C'est une chose très difficile à dire. Je ne le disais pas que par esprit de bravarde, mais parce que je sentais sincèrement qu'il allait bientôt nous pendre. Et c'est le désir de tout combattant de la liberté de disparaître sous un nuage de gloire plutôt que celui de la renommée. Quand vous voyez que la fin de vos jours est venue, ne laissez pas la tradition de la détermination, de la bravoure, affronter même la mort pour vos principes. Et j'y ai pensé. Ce n'était pas parce que j'étais courageux, mais parce qu'on avait un devoir à remplir à ce moment-là. Tu as été condamné à la réclusion à perpétuité et tu déménageras à la redoutable Robben Island, où je vais me développer. Tu déménageras à Robben Island. C'est un endroit très dur. Comment as-tu gardé le moral? Eh bien, le truc est que je n'étais pas seul. J'étais avec une trentaine d'autres dans ma section. Les hommes d'une réelle capacité avec un haut niveau d'éducation. Ils ont étudié, certains à l'étranger, et s'asseoir et leur parler était un vrai privilège. Car à chaque fois que vous vous asseyez avec eux, ils élargissaient vos horizons. Et puis nous avons eu le temps de lire toutes sortes de littératures qui ont également enrichi notre propre attitude et notre propre esprit. Et un élément tout aussi important était la capacité de s'asseoir et de réfléchir. Quelque chose que je n'ai pas à l'extérieur. S'asseoir et réfléchir et ne rien faire d'autre est une partie importante de votre combat. Et s'asseoir et se tenir loin de soi, en regardant son travail passé, les erreurs qui ont été commises, est l'un des moments les plus importants dans la vie de quiconque, en particulier d'un politicien. Vous n'avez jamais été déprimé auparavant? Naturellement, j'ai été déprimé plusieurs fois. Mais le sentiment dominant était celui d'une conviction que, quelles que soient les difficultés que j'ai, je reviendrai. Et notre lutte triomphera à la fin. C'était un sentiment dominant. Mais dans ce contexte, il y a des moments où l'on se demande si, en fait, nous réussirons. Il y avait des moments où l'ennemi apparaissait trop fort, où l'organisation était en désordre, en lambeaux. Et là, c'est à ce moment-là, il fallait penser de manière réaliste et dire, puis-je, de moi-même, aider mes collègues à l'extérieur qui font un travail si monumental et se sacrifier eux-mêmes. Et dans ces moments-là, il y avait un sentiment d'impuissance. Surtout quand j'ai vu mes collègues comme Oliver Tambo, un homme qui avait un baccalauréat et sciences, un musicien très accompli, un orateur merveilleux, lutter pour faire en sorte que la liberté vienne dans ce pays. Et quand j'ai vu ma femme et mes enfants se faire humilier sans la sécurité de son mari, la sécurité de leur père, ce furent les moments les plus sombres de ma vie en prison. Qu'est-ce qui t'a donné de l'espoir pendant ces moments? Comme je l'ai dit, mes amis en prison, la littérature que j'ai apprise a montré comment les combattants de la liberté, et nous étions dans une situation similaire et pire encore, comment ils essaient là-bas. La capacité de s'asseoir et de réfléchir, de voir vos gens à l'extérieur qui, malgré tous les problèmes, essaient de maintenir allumés les feux de la libération. Mais quand même, je veux dire, quand je pense que lorsque j'essaie de m'identifier à vous, c'est très difficile de le faire. Je veux dire que vous avez eu des enfants, vous n'avez pas vu vos 2 petites filles avant l'âge de 16 ans. Votre fils aîné est mort dans un accident de voiture. Non, comme je dis, je n'avais que cette compagnie de camarades très doués, très talentueux autour de moi. Et vous devez aussi vous rappeler que dès le début il y a eu un débat très sérieux entre les Blancs eux-mêmes. Il y en avait qui pensaient qu'il fallait traiter ces hommes avec sévérité afin qu'ils ne défient plus jamais la suprématie blanche. Il y en a d'autres qui ont dit non, nous faisons une erreur. Ces gens dans l'histoire gagnent souvent, ils pourraient gagner. Et s'ils le font, ils nous traiteront durement, comme nous le faisons. Traitons-les décemment et donnons-leur tous les privilèges pour qu'à leur arrivée au pouvoir, ils ne soient pas amers contre nous. En effet, ils ont gagné, dans le sens où ils ont réussi à rendre nos conditions de détention relativement confortables. Mais bien sûr, c'est notre organisation à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la prison, dans le pays, à l'étranger, qui a vraiment apporté ces changements. Mais les Blancs eux-mêmes ont apporté une sorte d'humble contribution et c'est pourquoi j'ai invité certains d'entre eux à mon investiture et à la première session du Parlement. Mais alors, tu étais enfant libre,
le 11 février 1990. Il voulait sortir après 27 ans. Quel était le sentiment le plus intense que vous avez eu ce jour-là? J'ai toujours du mal à regarder en arrière et à identifier de tels moments. Mais j'ai été appelé par le clerc le 9 de ce mois-là, 2 jours avant, et il m'a dit que j'allais être libéré le dimanche. Eh bien, c'était excitant, mais en même temps, je voulais que nos gens soient informés en bonne et due forme de mon départ, au moins 2 semaines avant. Donc, vous avez reporté la date de votre libération, plus ou moins. Mais c'était un moment de conflit en moi, parce que je voulais sortir le plus tôt possible. En même temps, je voulais donner à mes collègues l'opportunité de préparer ma tournée. Et bien sûr, une des choses que je voulais faire, c'était de pouvoir dire merci aux gardiens qui s'occupaient de moi. Et je m'étais arrangé pour qu'ils se tiennent à l'extérieur du filet pour la porte, afin que je puisse leur serrer la main. Je n'avais aucune idée de la taille de la foule qui m'attendait dehors. Et quand j'ai vu cette foule, cela suscitait des sentiments d'excitation que je ne pouvais pas contrôler. Je ne pouvais pas décrire. Et je pensais à mes collègues qui ont lutté pour rendre cette journée possible. Ceux qui ont payé le prix le plus élevé, payé de leur vie, toutes ces choses. J'étais dans cet état d'esprit lorsque je suis sorti, mais néanmoins la chose dominante était que j'étais enfin libre. L'apartheid n'est plus, mais il y a toujours des attitudes racistes. J'ai interviewé récemment le leader industriel le plus puissant de Suède, Peter Wallenberg, et il a dit que l'apartheid avait ses défauts, mais qu'il avait des éléments nécessaires étant donné les circonstances. Quel est votre commentaire à ce sujet? Eh bien, il n'y a jamais eu de place pour la brutalité et la cruauté. Certaines communautés ont même utilisé le nom du Seigneur afin de justifier d'abominables crimes contre l'humanité. Il n'y a jamais eu de temps pour ça. Et je ne suis pas d'accord avec le célèbre industriel. L'apartheid avait tort dès le début. Et ce n'est pas le seul cas où il y a eu oppression. Mais certains systèmes oppressifs étaient plus humains que le système utilisé par les oppresseurs sud-africains. Il est également dit que les Noirs ne peuvent pas s'aider eux-mêmes sans l'aide de la minorité blanche en Afrique du Sud. Eh bien, nous avons conquis notre liberté sans l'aide des Blancs et nous avons pu renverser l'establishment par nos propres moyens. Et les gens qui parlent comme ça ne savent tout simplement pas ce qui se passe dans le pays. Ils sont superficiels dans leur approche. Quand on voit l'Afrique aujourd'hui, il y a beaucoup de très gros problèmes, famine, sida. Toute l'Afrique n'a que 2% du commerce mondial et il y a des catastrophes environnementales un peu partout. Faut-il rester optimiste? Bien, à quoi d'autre peut-on s'attendre? Car malgré les erreurs commises par les dirigeants africains dans leur politique, cela reste l'héritage de l'ère du colonialisme, où les puissances coloniales ne se sont jamais souciées d'élever le niveau de vie des peuples des colonies. Elles se sont juste préoccupées de comment exploiter les matières premières, construire des routes vers les ports qu'ils ont construits afin d'assurer que ces matières premières sont transportées vers la mère patrie. Ils reviennent comme des produits manufacturés et se revendent au peuple à des prix exorbitants. Ils n'ont jamais construit de bonnes écoles. Ils n'ont jamais construit de véritables hôpitaux. Ils ont créé des industries afin d'absorber la population. À quoi d'autre s'attendait-on? Puis, ils ont mis en place un leadership qui n'était pas à un niveau élevé d'alphabétisation. Et ces choses devaient arriver. Bien que nous ne tolérons pas les erreurs qui sont commises par certains des dirigeants, mais en même temps, les Africains ont produit des dirigeants très compétents qui s'attaquent aux problèmes dans leur pays. Après les troubles de l'émancipation, de la libération, ils s'attaquent maintenant sur la façon d'organiser leur pays et cela garantira que le niveau de vie de notre peuple, les conditions de vie s'améliorent.